En rhétorique, l'argumentation, c'est essentiel. Connaître les différents types d'arguments, ça te permet de pouvoir t'en servir pour défendre tes idées, mais aussi de te protéger contre les arguments de ton adversaire. Et aujourd'hui, je te parle d'un type d'argument très particulier, les arguments fallacieux. Cher ami orateur, bonjour. Avant tout, prenons une seconde pour comprendre ce que c'est qu'un argument fallacieux. C'est un argument qui est invalide en logique tout en ayant l'apparence d'une logique. Si cette erreur est volontaire et donc qu'il y a une volonté de tromper l'auditoire, on parlera alors d'un sophisme. Mais cette erreur peut aussi être faite de bonne foi et on parlera alors d'un paralogisme. Il en existe des dizaines, peut-être même des centaines, mais aujourd'hui, je vais t'en présenter 5. Pour chacun d'eux, je vais t'expliquer en quoi ils consistent, t'en présenter un exemple et te donner la technique pour t'en défaire. Mais n'attendons pas plus longtemps et commençons tout de suite avec notre premier sophisme, l'inversion de la charge de la preuve. L'inversion de la charge de la preuve, c'est un principe qui nous vient du droit. Pour faire simple, tout fait existant doit être attesté par des preuves. Par exemple, en droit pénal, on doit prouver la culpabilité de l'accusé et non son innocence. Ça peut paraître abstrait, mais c'est extrêmement important. Ça signifie que si on ne peut pas prouver qu'une personne est coupable, on est dans l'obligation de la libérer. Il n'y a pas besoin de prouver qu'elle est innocente. En rhétorique, et donc dans la prise de parole en général, l'inversion de la charge de la preuve revient à dire qu'une chose existe tant qu'il n'a pas été prouvé qu'elle n'existe pas, même si on n'a pas de preuve qu'elle existe. Comme de nombreux arguments fallacieux, c'est une logique qui est souvent employée dans les discours complotistes. Prenons l'exemple du pseudo-complot judéo-maçonnique. Pour simplifier, ça donne à peu près ça. On ne sait pas ce qui se passe dans les loges, on ne sait pas qui en fait partie, donc comment est-ce que vous pouvez me prouver qu'il n'y a pas de projet dissimulé au sein de la franc-maçonnerie ? Le rapport, quel est le rapport ? Ici, la personne qui tient un tel propos opère une inversion de la charge de la preuve. Elle ne prouve pas l'existence d'un complot, mais elle part du principe que si on ne prouve pas l'absence de complot, alors il y a complot. Ce qui est totalement fallacieux car on peut rarement prouver une absence. C'est un peu comme quand Uber Eats me demande de prouver que McDo a oublié les sauces et que je leur envoie ça pour prouver qu'il n'y a pas de sauce. Mais maintenant qu'on a compris que c'était fallacieux, comment s'en protéger ? Ça tient en 3 mots. Qui dit prouve. Qui dit prouve ? Celui qui énonce une thèse doit prouver sa validité. Donc rappelez à votre interlocuteur que c'est à lui de prouver ce qu'il avance et non le contraire. Attention aussi à une chose, il pourrait essayer de prouver faussement la validité de sa thèse en se contentant de démontrer l'invalidité d'autres thèses. Dans ce cas, rappelez simplement que l'invalidité de ses thèses ne prouve pas la validité de la sienne. Ça rend juste les autres invalides. Et je vous invite tout de suite à me prouver qu'on ne passe pas à notre deuxième sophisme, le sophisme de McNamara. Le nom de ce sophisme nous vient de Robert McNamara, secrétaire d'État américain à la Défense de 1961 à 1968. En pleine guerre du Vietnam, McNamara veut évaluer les chances de succès des États-Unis dans ses combats. Pour ça, il veut concevoir une analyse mathématique et fonder ses décisions uniquement sur des données quantifiables. Alors qu'il établit la liste des données à prendre en compte dans cette évaluation, telles que le nombre de combattants ou la puissance et la quantité d'armes disponibles dans chaque camp, le général Edward Lansdale souligne que des questions telles que l'attachement au territoire ou la connaissance du terrain doivent être pris en compte. McNamara aurait noté cette donnée sur sa liste, puis l'aurait effacée, estimant qu'elle n'avait pas d'importance puisqu'elle ne pouvait pas être quantifiée. On a vu le résultat. Malgré cet échec cuisant, ce bon vieux Robert aura tout de même eu une victoire, celui de donner son nom à un sophisme. En plus concis, le sophisme de McNamara, c'est ça. Établir une conclusion en se fondant uniquement sur des données quantifiables et en excluant toute donnée qui n'est pas mesurable. Pourtant, il existe toujours des données qu'on ne peut pas quantifier, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant. C'est même une règle en sociologie que de faire des études quantitatives et qualitative. Dans un débat, on verra souvent ce stratagème utilisé par un interlocuteur dont la thèse n'est attestée que par des chiffres. Pour le contredire, il te suffit de mettre en avant l'importance d'une donnée non mesurable. L'impact sur le moral, sur l'identité, sur une personne en particulier, etc. Et d'ailleurs, ça me fait une parfaite transition vers notre troisième paralogisme, la preuve anecdotique. La preuve anecdotique, c'est l'exact inverse de notre point précédent. Ici, on va au contraire dissimuler l'importance des chiffres en évoquant uniquement un cas particulier. C'est un sophisme qu'on rencontre très souvent en politique pour mettre de l'émotion autour d'un sujet. Moi, je connais une femme de ménage, c'est ma mère. À 62 ans, elle part en retraite, elle a 700 € de moins que si elle part à 67 ans. C'est pas la réforme des retraites que j'ai envie d'avoir, celle d'aujourd'hui. J'ai envie de lui dire, tu pourras partir maman, t'as travaillé toute ta vie, à te lever à 5h du matin,
à la retraite à taux plein, et c'est nous qui allons le faire. Votre mère qui est derrière vous d'ailleurs, juste là, dans le public. Si vous me croyez un tout petit peu, si vous pensez que j'ai un cœur un tout petit peu, pensez que je vais dire les yeux dans les yeux à ma mère, je fais une réforme qui va te faire travailler plus longtemps, encore plus mal au dos, qui sera encore plus malheureuse qu'aujourd'hui. Dans ce passage, Gérald Darmanin défend la réforme de retraite en se fondant uniquement sur le cas de sa propre mère. C'est typiquement un sophisme de la preuve anecdotique. Ces preuves seules n'ont pas de valeur, car elles seront généralement sélectionnées dans le but de confirmer une hypothèse, ou ne seront tout simplement pas représentatives de la population. Attention toutefois, je ne dis pas que les anecdotes ne servent à rien. Si elles accompagnent un raisonnement réellement logique, elles permettront de mettre de l'humain dans le discours, et donc d'accompagner la logique par de l'émotion, ce qui est toujours positif. Pour attaquer ce type de sophisme, il suffit de le mettre en lumière en expliquant qu'un cas particulier ne peut pas prouver le propos qui est avancé, puisqu'il existe autant de cas particuliers qu'il n'existe d'individus. Il faudra tout de même faire attention à montrer de l'empathie et de la compassion pour le cas particulier évoqué, afin de ne pas paraître insensible. Cela dit, vous préférez quoi? Remporter le débat avec émotion ou le perdre en toute logique? Drôle de question, n'est-ce pas? C'est notre quatrième sophisme, le faux dilemme. Le faux dilemme consiste à présenter deux solutions à un problème comme si elles étaient les deux seules solutions possibles. En procédant ainsi, on limite artificiellement les issues du débat et donc le cadre du débat lui-même. Généralement, le modèle sera identique quel que soit l'objet du débat. Une solution non parfaite mais acceptable et une solution odieuse. À noter que la deuxième solution peut être odieuse soit du point de vue de celui à qui on soumet le faux dilemme, soit du point de vue du bien commun et de l'intérêt général. Ce que cet argument omet, volontairement ou non, c'est qu'il existe d'autres solutions au même problème. On comprend très bien ce concept dans ce dialogue tiré de la série Suits. Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le choix. Ah oui, le pistolet sur ta tempe. Oui. Quel choix on a quand on nous met un pistolet sur la tempe? De quoi vous parlez? On fait ce qu'ils disent, sinon ils nous tirent dessus. Non, tu prends le pistolet, ou bien tu en sors un plus gros, ou tu les défies. Tu trouves une solution parmi les 250 existantes. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, tu n'es peut-être pas fait pour ce boulot. Et d'ailleurs, Harvey Specter nous donne dans ce dialogue la solution pour contrer le faux dilemme. Présenter une ou plusieurs solutions alternatives. Ainsi, tu sors du cadre que cherchait à établir ton contradicteur et tu imposes ton propre cadre. Le faux dilemme, c'est un peu une solution de nazi finalement, non? Une solution de nazi. Comme c'est beau. Car oui, ça nous mène tout droit vers notre dernier sophisme, le sophisme par association. Le sophisme par association, le fameux argument d'assimilation ou encore argument ad Hitlerum. Celui-là, je l'adore tellement il est idiot. Il consiste à trouver un point commun entre son contradicteur et un groupe détesté de tous pour assimiler son contradicteur à ce groupe que tout le monde déteste. En gros, ça donne ça. L'ensemble de vos idées, c'est le cercle A. L'ensemble des idées du groupe détesté par tous, c'est le cercle B. Et il se trouve qu'une idée C est commune aux deux. Alors votre contradicteur va profiter de cette proximité sur un seul point pour vous assimiler au groupe B dans sa totalité. On parlera d'argument ad Hitlerum lorsqu'il s'agira d'établir un lien entre les idées de son contradicteur et les idées du parti nazi. Le fameux ça nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire, qui permet simplement d'écarter le besoin de répondre logiquement aux arguments. On le voit aussi souvent dans les médias pour tenter de rapprocher deux groupes opposés. C'était par exemple le cas la semaine dernière dans une interview de François Ruffin avec Apolline de Malherbe. Des tarifs de quelque chose qu'on produit quand même là-dessus, assez vous êtes largement en d'accord France. avec le Rassemblement National, hein, c'est un de leurs combats Mais d'ailleurs. vous savez, Et dans cette interview, le député La France Insoumise utilise la juste parade pour se défaire de ce sophisme. moi je dis toujours, Marine Le Pen elle va aux toilettes, moi je vais aux toilettes aussi, c'est pas parce qu'elle y va que je cesse d'y aller. C'est exactement ce qu'il faut faire. Souligner l'absurdité du rapprochement, accepter le point commun et souligner les différences. L'autre solution, si le rapprochement nous semble vraiment absurde, c'est de souligner le côté grotesque de cette attaque et de revenir directement au sujet en une seule phrase. Ça permet d'éviter de perdre du temps à se justifier, d'autant que parfois, en cherchant à se justifier, on ne fait que creuser son propre trou. Avant de conclure, j'aimerais souligner un point important. Ça n'est pas parce qu'une idée est mal défendue qu'elle est fausse. Une personne qui emploie un mauvais raisonnement peut emprunter le mauvais chemin, mais malgré tout arriver à une conclusion juste. C'est pourquoi il faut toujours chercher à exercer sa pensée critique et à chercher au-delà des arguments présentés dans le cadre d'un débat. Si ces 5 sophismes t'ont intéressé, tu peux tout de suite aller voir ma première vidéo sur ce sujet pour en découvrir 5 autres. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être certain de ne pas manquer les prochaines fois que j'en parlerai. Et surtout, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations cher ami et à la prochaine.